Dans le sport, être le meilleur n'est pas seulement une question de prestige, c'est un puissant moyen de vendre. Être le deuxième n'a aucune valeur, il faut se battre pour la première place. La GT40, qui a dominé les 24 heures du Mans, a non seulement marqué les esprits, certes, mais a également boosté les ventes de Ford. Gagner le dimanche, c'est vendre le lundi. Les gens sont prêts à investir dans ce qui symbolise la victoire de leur idole. Pensez simplement à Michael Jordan et son partenariat avec Nike, ou encore l'association de Hamilton avec Mercedes, boostant les ventes des modèles AMG, incarnant vitesse et innovation. Et ça, Nissan l'a bien compris. Étant en grande difficulté dans les années 90, une voiture va changer la donne. La Nissan R32 GT. Conçue pour dominer les circuits, elle va rapidement s'imposer comme une référence en matière de performance et de technologie. Aujourd'hui, on va retracer l'incroyable histoire d'une des voitures les plus légendaires ayant jamais existé. Messieurs, dames, préparez-vous à découvrir comment la R32 GTR a révolutionné le sport automobile et continue de fasciner les passionnés à travers le monde. Voici Godzilla. Tout débute avec la Prince Motor Company, un constructeur japonais qui dans les années 50 et 60 se distingue par ses innovations audacieuses. C'est en 1957 que Prince lance la première Skyline. Alors on est loin de ce que l'on connaît aujourd'hui, certes, mais c'est une berline élégante équipée d'un moteur de 1,5 litre. Il va falloir attendre patiemment 1964 pour que les choses s'accélèrent avec l'introduction de la Prince Skyline 2000 GT, un modèle de course conçu par Prince pour gagner le deuxième GP du Japon. Pour ce faire, Prince décide de rallonger l'empattement de 200 mm pour avoir la place d'y loger un moteur 6 cylindres en ligne, marque de fabrique de la lignée des Skyline. 1966 est un tournant pour Prince Motor Company, qui fusionne avec Nissan. Cette union permet de combiner l'expertise technique de Prince avec les ressources de Nissan, ouvrant la voie à des modèles encore plus performants. C'est donc le temps pour notre Skyline de poursuivre son évolution sous la bannière Nissan. La première Skyline GTR est dévoilée en 1969, connue sous le nom de code PGC10. On retrouve notre 6 cylindres en ligne, cette fois-ci développant 160 chevaux. Cette berline 4 portes est conçue pour la compétition. Et pour le coup, son succès est immédiat. Elle enchaîne instantanément les victoires sur les circuits japonais. En 1971, une version coupée 2 portes, la KPGC10, voit son apparition, continuant de performer tout autant. Mais quelque chose va se produire et entraîner Nissan dans une chute interminable. Au milieu des années 70, la production de la GTR est interrompue. Mais alors, pourquoi ? Eh bien, la crise énergétique des années 70 a profondément impacté l'industrie automobile mondiale et Nissan n'y échappe pas. La hausse des prix du pétrole pousse les concurrents à repenser leur modèle. Et le problème du côté de Nissan, c'est que chaque tentative se solde par un échec commercial. Ils tentent désespérément de produire des modèles plus économes en carburant, et des modifications vont être prises en compte, faisant perdre à la Skyline son caractère sportif, devenant une berline plus conventionnelle. Les Skyline perdent leur attrait et la série Z devient trop lourde, éloignant la marque de modèles pour les passionnés de conduite sportive. Il faudra attendre 1985 pour que la marque reprenne un souffle par la nomination de Yutaka Kume au poste de président. Kume, au courant de la situation critique, met en place une restructuration interne profonde. Il veut rompre avec la bureaucratie qui freine l'entreprise et écouter davantage les clients. Il est animé par une volonté de créer des designs plus audacieux. Il voit grand et se lance comme objectif de faire de Nissan un leader grâce à l'innovation et la performance. Chose qui des années plus tard s'avérera être la meilleure décision possible. C'est donc dans ce contexte que naît le projet 901, un plan qui vise à positionner Nissan comme le leader mondial de la performance automobile d'ici 1990. Un projet risqué avec des délais très restreints. Alors ce projet se concentre sur le développement de châssis, moteurs, suspension et qualité de tous les modèles. Toujours dans la même ambition, Nissan fonde en 1984 Nismo, la contraction de Nissan Motorsport pour ceux qui ne l'auraient pas deviné, la division dédiée à la haute performance et au sport automobile. Kume vient de poser les bases d'une nouvelle ère pour Nissan. Subissant une domination par les Allemands avec la BMW M3 ou encore des Américains avec la Ford Sierra en groupe A, eh bien les Japonais devaient faire quelque chose, ce qui est compréhensible parce que se faire dominer par des étrangers à domicile devait être on ne peut plus qu'humiliant. Bon, on va pas trop s'attarder sur les modèles DR30 et R31 lancés par Nissan parce que bon, les résultats n'étaient pas au rendez-vous. La situation devenait tout de même préoccupante, alors pour inverser la tendance, nos amis de chez Nissan ont acquis une Porsche 959 afin de l'étudier en détail, considérée comme l'une des voitures les plus avancées technologiquement de son époque.
Elle possédait déjà la transmission intégrale, un moteur biturbo performant, bref, Nissan voulait s'en inspirer pour nous pondre une bête de course. D'ailleurs j'en profite, si tu kiffes la vidéo, te retiens pas, mets-moi un petit like, ça m'aide grandement pour les référencements. Bref, on reprend. C'est à ce moment que des systèmes révolutionnaires ont vu le jour, comme l'Atesa ETS, un système de transmission intégrale électronique redoutable développé par Nissan. Pour faire simple, des capteurs surveillent en temps réel la vitesse des roues, l'adhérence et d'autres paramètres. Prenons un exemple, en conditions normales. La voiture peut fonctionner comme une propulsion et ce système permet, en cas de perte d'adhérence, d'envoyer du couple aux roues avant pour maximiser la traction. On voit également l'apparition du Super HICAS, un système de direction actif des 4 roues. Les roues arrière pivotent légèrement, soit dans le même sens que les roues avant, à haute vitesse pour plus de stabilité, soit dans le sens opposé, à basse vitesse pour améliorer la maniabilité, permettant de réduire le sous- ou le survirage. Et tu t'en doutes, ces innovations vont être intégrées dans la conception de la R32 GTR. Dans cette merveille, on retrouve le moteur RB26 DETT, un 6 cylindres en ligne de 2,6 litres doté de 2 turbocompresseurs. Alors officiellement sa puissance est limitée à 280 chevaux pour respecter le Gentleman Agreement entre les constructeurs japonais. Ouais, un accord créé dû à l'augmentation des accidents liés à des vitesses excessives. Bon après ils ne sont pas dit que ça pouvait aussi peut-être venir de courses de rue dans les Touguets. Enfin bref, je dis officiellement parce qu'officieusement elle développait environ 310 chevaux. C'est après un long développement que naît la légende que l'on connaît tous, la Nissan Skyline R32 GTR. On retrouve un intérieur axé sur la performance, éliminant tout le superflu pour se concentrer uniquement sur l'essentiel. La carrosserie, conçue pour être légère et aérodynamique, privilégie l'efficacité et la performance. On voit l'engagement de Nissan à créer une voiture de sport. Pour participer au championnat, Nissan devait produire au moins 5000 exemplaires en moins de 12 mois en suivant les exigences du groupe A, garantissant que le modèle était bien un véhicule de production en série et non un prototype réservé à la compétition. Et pour maximiser les performances, Nissan a lancé une édition spéciale, la Nismo, produite à 560 exemplaires. Cette version intégrait des améliorations aérodynamiques et mécaniques spécifiques comme des turbocompresseurs en acier plus robustes et des modifications de carrosserie pour optimiser les performances sur circuit. Bon, l'entrée en compétition de la R32 ne passe pas inaperçue. Ouais, vraiment pas d'ailleurs, puisqu'entre 1990 et 1993, elle a roulé sur la concurrence dans le championnat de voitures de tourisme japonais, le JTCC. Et elle n'a pas seulement marqué beaucoup de victoires, elle a littéralement remporté toutes les courses. Sur 29 courses, 29 victoires consécutives réparties sur 4 saisons. D'ailleurs, cette petite R32 au livret bleu de Caleçonic a déjà dû te marquer. Elle a participé à la série des 29 victoires en remportant plus de la moitié. Bon, tu t'en doutes, mais les avancées technologiques de la voiture lui offrent un avantage considérable, au point où piloter une R32 était presque considéré comme de la triche. Mais la suprématie de la R32 ne s'est pas cantonnée au Japon. En 91, elle a triomphé aux 24 heures de Spa en Belgique, devançant les concurrents de renom comme Porsche ou encore BMW. La même année, elle fait ses débuts en Australie, dominant rapidement le championnat australien de voitures de tourisme ATCC. Elle est inarrêtable. Les pilotes Jim Richard et Mark Skaife ont remporté les titres en 90, 91, 92, ainsi que les célèbres courses du Bathurst 1000 en 91 et 92. Et au vu de ses exploits, la presse australienne lui a attribué le surnom de Godzilla, en référence à son origine japonaise et sa domination monstrueuse sur les circuits. Bien que de nombreuses personnes pensent que le surnom Godzilla s'applique à toute la gamme Skyline, eh bien ce n'est pas tout à fait le cas. En réalité, ce nom est spécifiquement associé à la R32 GT. La domination écrasante de la R32 a eu des répercussions majeures sur les championnats où elle concourait. En Australie par exemple, face à l'impossibilité pour les constructeurs de rivaliser, eh bien les organisateurs ont modifié les règles techniques menant à la création des V8 Supercars afin de rétablir une certaine équité en course. En fait, dans ce championnat, la domination écrasante de la R32 poussait les autres constructeurs à se retirer en ayant marre de se faire humilier constamment. Plus globalement, la FIA a durci ses réglementations pour rétablir un équilibre compétitif, ce qui peut être compréhensible parce que la Ford Sierra par exemple, étant en propulsion, était grandement désavantagée par les systèmes de transmission intégrale. Les modifications apportées visaient à limiter les avantages que procuraient les systèmes de transmission intégrale et les motorisations turbo. Bon bah ça tombe mal pour notre R32 et son système Atesa et son biturbo. Au niveau mondial, les performances de la R32 ont renforcé la réputation de Nissan en tant que marque de performance, démontrant sa capacité à produire des véhicules capables de rivaliser et de surpasser les meilleurs au monde. L'arrivée de la R32 en Europe est dévastateur. Prenons la direction du Nürburgring. En 89, lors d'une session d'essai, la R32 réalise un temps autour de 8 minutes et 22 secondes, une performance impressionnante pour l'époque. A titre de comparaison, la BMW M3 E46 est elle à 8 minutes, 22 secondes et 38 centièmes de moins. Donc bon, elle fait face au plus grand de son époque.
Ce modèle s'est retrouvé dans les mains d'une légende, d'une personne surnommée le Drift King. Je parle bien sûr de Keiichi Tsuchiya. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à son sujet sur l'histoire du drift, je te mets le lien en description si ça t'intéresse. Dans les années 90, Tsuchiya a piloté cette GTR pour l'équipe STP Tyson dans le JTCC. La suprématie de ce modèle ne s'arrête pas là. On sort des circuits pour se rendre dans la culture underground, dans la rue. Avec un club célèbre à l'époque pour des courses nocturnes à plus de 300 km/h sur l'autoroute Bangan reliant Tokyo à Yokohama. Le Midnight Club bien sûr. Parmi les véhicules utilisés par les membres, on retrouve la fameuse R32 GTR grâce à son moteur RB26 pouvant être modifié pour atteindre des puissances impressionnantes. C'est d'ailleurs Hiroshi Tamura, aujourd'hui chef de produit chez Nismo, ancien membre du Midnight Club, qui en possédait une avec l'autocollant Midnight Car Special. Aujourd'hui encore, il s'est fait rare de trouver des R32 stock, la plupart sont modifiés, développant des puissances lunaires dépassant parfois les 1000 chevaux. La destruction de la compétition par Nissan a fait exploser les demandes pour ce modèle, avec au total 43 000 unités vendues entre 89 et 94. Et oui, la victoire fait vendre. En tant que particulier, tu pouvais acquérir la même voiture que celle que tu voyais chaque dimanche dominer sur les circuits. Alors forcément ça donne envie. Son impact a été si profond qu'il a propulsé Nissan sur le devant de la scène internationale, symbolisant la renaissance de la marque et le renouveau des voitures japonaises. C'est ainsi que la R32 s'est hissée au rang d'icône, non seulement au Japon, mais également à travers le monde. Aujourd'hui, l'industrie se tourne vers l'électrique et les marques doivent s'adapter aux nouvelles normes et réglementations mises en place. Et Nissan n'échappe pas à la règle. Des concepts comme la Nissan Hyperforce, une supercar 100% électrique développant 1341 chevaux, donnent un aperçu de ce que pourrait être la prochaine génération. Alors qu'on soit fan ou non, ça démontre l'engagement de la marque à s'adapter à son époque et aux normes environnementales.